l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ces mots. Se profile à l'horizon. Espoir. Quand la conscience internationale africaine a semé ses graines, dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit. Malcolm X en a consacré sa vie. Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance, la culture de l'apparat et du motif. Que tu t'éloignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Parcelle, Sarcelle, même donne. Poissard, Cartinor, même donne. Treshtown, Treshville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronze, Woss, même combat. Gorée, Tartéré, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African Diaspora, même combat. Maman Africa. Maman Africa. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs. Bien sûr, bienvenue sur Radio Galère 88.4 MHz dans la bande FM sur Marseille. Et oui, la galère de nos jours est sur la même galère que nous remons à contre-courant. Notre émission aujourd'hui, bien sûr, consacrée à, bien sûr, sur le plateau, notre retour de notre spécialiste de diabète, Martin Carvalho. Après, bien sûr, son parcours au Sénégal, invité par DSTV, par notre ami professeur Tunkara. Et oui, c'est le domaine de la santé qui lui préoccupe à temps, qui le préoccupe aussi la santé en Afrique particulièrement, le Sénégal dont il tient à cœur. Et aujourd'hui, nous confirmons bien sûr que la politique elle est nécessaire. Nous aborderons donc ces sujets. Nous avons constaté bien sûr hier des questions qui se sont déjà dégagées sur notre boîte email pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr. Donc questions-réponses. Et je vous rappellerai aussi que toute l'équipe ainsi transmet avec nos invités nos sincères condoléances au coordinateur principal, le cofondateur de la paire Samanyang, de son épouse Chorodiaï, qui nous a quittés à 46 ans. Paix à son âme, que la terre le sera très légère. Beaucoup d'entre vous se sont intervenus bien sûr sur ces réseaux sociaux. Et tout simplement, c'est un homme public. Sa femme, je pense que à jamais, ces témoignages sont forts. Et puis merci bien sûr tous ceux qui se sont déplacés et pour l'accompagner à sa dernière demeure. Donc le lever du corps, c'était donc mercredi à l'hôpital de Cannes. Et je dirais, ce n'est qu'un au revoir, puisqu'on dit allez-y, on vous rejoint. On aimerait que ça soit plus tard. Alors, nos voeux de santé pour nos invités de classe, comme Dr Martin Carvalho, à chaque moment, dans les moments difficiles, dans les moments agréables. Et nous souhaitons aussi lancer un appel à certains de nos docteurs régionaux, de temps en temps, de venir nous en parler sur la santé, pour la prévention oblige. Et
Je vous rappelle bien sûr, ce débat et cet invité sera animé par inévitable le retour de notre maestro Mamadou Malamine, donc, qui est notre chroniqueur. Et nous saluons aussi de près de loin Moïse Kouaté, et qui est un chroniqueur sportif, je dirais donc exceptionnel, et régisseur, sans oublier donc notre ami Richard, le plus sénégalais des Antilles, et notre petit Sam de Junior, Mortar Sec, et à lui souhaitant bien sûr un bon après-midi. Voilà, et je vous invite aussi pour ce numéro de téléphone 04 91 08 28 10 et le deuxième numéro 04 91 08 28 15 pour questions-réponses. Voilà, en attendant, nous allons partir avec une chanson pour juste pour ouvrir les esprits et pour vous dire combien la musique nous approche de l'un de l'autre côté du monde, l'océan, à peut-être 3 heures, 4 heures de vol, en Afrique du Sud, au pays de l'Est comme le Nigeria. Donc de l'afrobeat aujourd'hui et de notre sonorisation qui fait plaisir à la jeunesse de notre pays, à la jeunesse du monde, et amicalement vôtre avec tous nos invités, havre de paix dans le monde entier, qu'elle soit vraiment la paix. Donc maestro, après cette chanson, nous allons partir rapidement, le temps passe, le temps presse. De 13h à 15h au 04 81 08 28 10 et 04 81 08 28 15. Merci beaucoup Richard, merci le grand chef, le maestro Mamadou Ndiaye, merci le docteur Martin Carvalho d'avoir accepté notre invitation, et moi-même Lamine Diakhaté, aujourd'hui je suis encore une fois de plus très content d'être avec vous. Nous sommes là avec vous jusqu'à 15h pour une émission spéciale sur le diabète, car le diabète actuellement fait des ravages dans le monde, et par anticipation à la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14 novembre, nous aujourd'hui, nous allons prendre les devants de la scène avec le docteur Martin Carvalho qui chaque année, bien sûr, vient nous rappeler certaines choses par rapport donc à cette maladie qui quand même, comme je l'ai dit au début, fait beaucoup de mal à notre population africaine. Au tout début, nous avons tous pensé que le diabète était tout simplement une maladie des pays riches, parce que voilà, leur alimentation était riche, mais aujourd'hui, force est de constater que ces pays pauvres, malheureusement, en pâtissent. En tout cas, je ne sais pas si c'est beaucoup plus ou beaucoup moins, peut-être le docteur nous en dira quelques mots, mais en tout cas, dans le monde entier, le diabète fait des ravages. Donc, sans plus tarder, je vais dire déjà à tous les auditeurs que aujourd'hui, nous allons, après avoir discuté un tout petit peu avec le docteur Martin Carvalho, parler donc de cette maladie, et vous aurez la parole. Déjà, nous avons beaucoup de questions qui commencent à arriver sur le mail pirogue au pluriel 2006@yahoo.fr. Donc la question de Diatou, de Medoun Jean-Pierre et donc d'autres. Richard en tout cas est là et s'en occupe. Voilà, donc Momodou, je ne sais pas si on doit démarrer maintenant ou comment on fait. Ben oui, on doit démarrer puisque le temps passe, le temps presse, et surtout quand on aborde le domaine de la santé, qui est une grande préoccupation ici et ailleurs, et sans oublier en plus, quand il a été sollicité auprès du professeur Tounkara, on a compris aussi que les politiques sont nécessaires, et donc les politiques doivent réagir. Donc merci patron, on va faire comme toi tu le veux, c'est toi le chef, j'ai pas envie d'être viré, donc voilà, il faut respecter quand même les vœux du patron. Donc bonjour docteur, bonjour Martin. Bonjour Lamine, bonjour Mamadou, bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère qui ont pris de leur temps ce dimanche pour nous écouter et qui j'espère seront très nombreux pour éventuellement animer cette émission et nous poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues, sans aucune restriction. Voilà. Voilà, en tout cas, donc, merci beaucoup.
je vais quand même partir sur ce que Mamadou Ndiaye a dit. Vous étiez l'invité de la télévision, une des télévisions vedettes du Sénégal, la 2STV. Vous avez été invité par donc, le fameux journaliste Tunkara. Je dis fameux parce qu'il n'est jamais tendre avec ses invités. Voilà, et que on vous a senti donc très à l'aise en parlant de l'aspect, on va dire, sanitaire donc, sur le Sénégal, en parlant de la politique sanitaire du Sénégal. Justement, qu'en pensez-vous? Alors, Lamine, avant de commencer, tu as toujours l'habitude de clore cette émission par une paraphrase, par un proverbe. Moi, je vais commencer cette émission par, effectivement, ce que disait le Dalai Lama. Le Dalai Lama disait, enfin dit, parce qu'il est encore en vie chez nous, que, en fait, pour connaître quelqu'un, il ne faut pas écouter ce qu'il vous dit, mais regarder ce qu'il fait. Ça me permet de rebondir sur, effectivement, l'émission de Tunkara, où je dis souvent que nous, les Sénégalais, les Africains, on est des hableurs, on parle beaucoup, mais quand il faut agir, donc on agit peu. Ça a été une réflexion pour moi, et je me suis dit, tu ne peux pas rester dans ton petit coin en France, travaillant tranquillement dans ton petit coin, sans pour autant essayer de faire quelque chose pour ton pays, le Sénégal. Et ceci m'amène à à ce que disait Kennedy, tout le monde sait que je suis un peu keynésien, qui disait tout simplement, ne te pose pas la question ce que ton peuple peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour ton peuple. Et donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, et je me suis dit, il va falloir quand même essayer d'aider ton prochain, tes prochains que tu as été au Sénégal. Et pour ce faire, depuis 27 ans que je suis essentiellement en France et à Marseille, je fais de l'humanitaire au Sénégal. J'ai commencé par des petites structures, par un petit dispensaire qui me soignait quand j'étais gamin. Aujourd'hui, ce dispensaire, à l'époque, pardon, ce dispensaire ne s'occupait pas du tout du diabète. Je suis arrivé à créer une petite formation pour qu'il s'occupe de ce diabète. Et aujourd'hui, il y a une infirmière qui est responsable de ce dispensaire, entourée d'autres infirmiers et d'aides-soignants et des techniciens de la profession. Et je suis arrivé à leur faire comprendre que cette prise en charge du diabète arriverait à les aider même sur le plan économique. Et au moment où je vous parle, ce dispensaire qui se situe tout simplement à Baobab, parce que j'habite à la SICAP Liberté 1, donc pour moi ce n'était pas compliqué, et les employés de ce dispensaire, du fait tout simplement de la prise en charge du diabète, ils ne font que dépister le diabète. À l'époque, le dépistage, je leur demandais je leur avais dit de prendre 500 francs CFA pour le dépistage. Aujourd'hui, ça marche tellement bien qu'ils en sont à 1500 francs CFA. Et qui plus est, cette manne financière, je leur ai dit, il va falloir quand même maintenant redistribuer. Et finalement, chaque employé de ce dispensaire a pu ouvrir un compte d'épargne. Et aujourd'hui, on a augmenté le salaire de 30% de chaque employé de ce dispensaire. Donc, ce n'est pas seulement faire de la politique de la santé publique pour aider les gens, mais il faut bien qu'il y ait des retombées. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, dans ce dispensaire, je m'étais rendu compte qu'au mois d'août, ils ne travaillaient pas. Mais le mois d'août, c'est le mois le plus terrible au Sénégal. Il pleut, il y a les moustiques. Je leur ai dit, mais il est hors de question que vous fermez vos portes. Il va falloir que vous travaillez. Et aujourd'hui, ce dispensaire travaille au mois d'août. Donc, avec des petits faits, des petits exemples, on arrive à faire vraiment de grandes choses. Ça, c'est le premier exemple. Puis après, j'ai été au centre Abbas Ndao. Centre Abbas Ndao, où je suis arrivé à l'époque avec l'association Saint-Jo, pas Saint-Jo humanitaire, pardon, l'association des élèves de Saint-Joseph, avec la directrice Madame Martin. On a amené 1 tonne de médicaments à l'hôpital Abbas Ndao. Et malheureusement, dans le domaine public, il y a toujours des profiteurs. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que d'autres. Et cette tonne de médicaments, dès qu'on a fini le folklore sénégalais, je me suis rendu compte que finalement, les gens vendaient ces médicaments-là. Sauf qu'ils n'avaient, malheureusement, ils ne savaient pas que ce que je fais, il y a toujours quelqu'un qui est là pour moi, pour veiller. J'avais ma belle-sœur qui était infirmière dans cet hôpital-là et qui m'a tout simplement dit que les gens vendaient les médicaments. Donc, je me suis dit, le système public, il va falloir passer. Et finalement, je suis arrivé
à Thiès en matière de décentralisation pour la prise en charge du diabète. Et avec 2 associations que je préside, à savoir Saint-Jean Humanitaire et Afedia, on est arrivé à montrer un centre, le centre de prise en charge du diabète qu'on appelle Diab Carmet, à Thiès, d'une valeur environ de 110 millions de francs CFA, c'est-à-dire la construction. Et aujourd'hui, il y a des médecins, un diabétologue qu'on a formé ici à qui est venu se former à Marseille. On a participé à sa formation à Montpellier pour qu'il ait ce qu'on appelle le diplôme universitaire de diabétologie et de nutrition, et un cardiologue. Et à partir de là, le centre aujourd'hui fonctionne très bien avec ces deux médecins et du personnel paramédical dont l'une est venue se former aussi ici à Marseille. Et je n'ai pas fini parce que mon objectif c'était de continuer sur la bande nord, à savoir jusqu'à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, ce que j'ai fait, et c'est minime, malheureusement, je n'ai pas pu faire plus parce que la loi Bertrand nous empêchait aux laboratoires pharmaceutiques qui ont été quand même les partenaires, parce que moi je n'ai pas 110 millions dans ma caisse pour donner malheureusement au Sénégal. Je sais les chercher, mais je ne les ai pas. Et à partir de là, malheureusement, cette loi est tombée le 31 décembre 2011, et ce qui nous a empêché de poursuivre sur Saint-Louis, mais l'association des diabétiques de Saint-Louis que dirige Doudou Diop a pu avoir, de par notre association, la modique somme de 10 millions de francs CFA, ce qui leur a permis aujourd'hui d'acheter une voiture en occasion pour faire du dépistage, essentiellement dans la région du fleuve, qui, au demeurant, la prévalence du diabète est estimée à 10%, d'après une étude du professeur Kahn, qui a été faite essentiellement sur le territoire. Oui. Donc, et bien entendu, je ne m'arrêterai pas là. Parce que je l'avais promis à Mamsei, notre actrice qui est décédée, qui était venue voir ce que j'avais fait à Thiès et m'avait dit de façon très humble et assez taquine, docteur, j'aimerais bien avoir un centre comme ça à Saint-Louis. Donc, je m'y attelerai et je pense que je ne dois pas être le seul à le faire. Si d'autres Sénégalais ont vraiment ce sentiment qu'ils ont envie d'aider leur pays, et je pense que là, la diaspora a une certaine responsabilité. Moi, j'appelle la diaspora à se bouger. On n'est pas seulement la 15e région du Sénégal. On n'est pas seulement la 15e région du Sénégal. Je ne pourrais pas dire qu'on est la première région du Sénégal parce que si on arrive à avoir près de 800 milliards de francs CFA qui entrent au Sénégal que pour des frais de bouche, je pense qu'on a autre chose à faire et qu'on pourrait faire beaucoup mieux dans le domaine de la santé, mais pas seulement dans le domaine de la santé. J'ai des idées aussi dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie et d'autres faits encore. Voilà. Merci, Dr Martin Carvalho, donc, pour cette présentation où vous nous parlez donc, de vos actions, effectivement. Essayez de voir ce que vous pouvez faire pour votre pays et non pas ce que votre pays peut faire pour vous, comme vous l'avez dit, Dixit Kennedy. Mais là, moi, j'ai un autre problème, parce qu'on peut aussi contourner la loi, et de manière légale. La loi Bertrand vous interdit en quelque sorte de trouver encore 110 millions de francs CFA pour faire des unités pour traiter le diabète. Mais la diaspora aussi ne doit pas être juste considérée comme une vache à lait. Vous l'avez dit, nous sommes 15e région, mais de manière symbolique selon les uns et les autres. Mais il est où l'État? 110 millions de francs CFA dans un budget donc, de l'État du Sénégal, au lieu aujourd'hui de parler de couverture mutuelle universelle pour dépenser 10 milliards de francs CFA, est-ce que ce ne serait pas moins politique en tout cas de faire des centres comme ça pour traiter les malades? Et là, je rentre dans le dur de la politique parce que je sais que vous êtes un homme politique. Alors, Lamine, j'aime bien effectivement votre franchise et je serai aussi très franc dans ce domaine-là. Je n'ai jamais voulu associer les politiques à quelque action que j'avais à faire. Parce que si j'avais à l'époque demandé, passer par les voies habituelles, les 110 millions, peut-être qu'on en verrait plus que 50. Et je pense que les Sénégalais me comprennent. Sachant cela, étant né au Sénégal et ayant grandi au Sénégal, connaissant la mentalité des Sénégalais, j'ai voulu faire essentiellement du direct. Et aujourd'hui, il est possible de contourner cette loi, certes, et je m'y attelle. Ça ne m'a pas freiné. Je suis en train de voir comment faire pour arriver à faire venir ces mêmes investisseurs, ces mêmes laboratoires au Sénégal via un congrès que j'essaie d'organiser. Ce n'est pas facile,
parce qu'il faut que j'arrive à convaincre les gens ici et les convaincre les gens au Sénégal, donc c'est très difficile, et que ces mêmes partenaires arrivent au Sénégal, que je leur montre ce qu'on a pu faire pour Thiès, et qu'ils puissent dire, ben, écoutez, c'est pas compliqué, on ne peut pas vous donner de l'argent en France parce que c'est interdit, mais on peut, à travers des congrès, investir, payer par exemple la location d'un stand, et on arrivera ainsi à récupérer une certaine somme d'argent. Je n'aurais pas besoin de 110 millions de francs CFA, il faut être honnête. 110 millions, c'était la construction. Aujourd'hui, je pense qu'avec 50 millions de francs CFA, on peut rénover des structures, former des jeunes et essentiellement les mettre devant leurs responsabilités, qui est la prise en charge du diabète, qui est un fléau, donc un problème de santé publique mondial, y compris le Sénégal. Je commence d'ailleurs à faire des petites touches sur Mbour avec un médecin que j'ai rencontré récemment, et j'essaie de faire pareil dans chaque fois que je me déplace au Sénégal pour voir quels sont les gens qui sont intéressés par le diabète. Le docteur Jean-Michel Dione, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu comme ça, parce que tout simplement, il s'était intéressé. Je me suis investi, j'ai pu le faire venir, et aujourd'hui, il est responsable de ce centre. Et j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour dans tous les centres. Si j'avais les moyens, chaque région du Sénégal aurait un centre de prise en charge du diabète. Ainsi, on désengorgerait le centre Abass Ndao de Dakar, qui d'ailleurs, au demeurant, depuis que Thiès existe, eh ben, ils sont très contents de ne plus recevoir toute la population du Sénégal. Donc j'ai un schéma tactique qui peut-être n'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'exister. En attendant, je n'embête pas l'État, j'aide mon État et j'aide à partir de là les populations. Si on peut éventuellement me donner un coup de main, et là j'appelle la diaspora, parce que la diaspora a aussi son rôle à jouer, si effectivement on se retrouve autour d'une table pour essayer de faire des propositions, non pas seulement en matière de santé, mais dans tous les domaines, je pense que ça, c'est une aide, et je veux dire, assez généreuse pour notre État, parce que moi, je pense que l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour cette réponse, même si je ne suis pas encore satisfait, parce que je vois qu'un homme politique habile, vous contournez mes questions donc diplomatiquement, mais je vais encore être beaucoup plus direct. Que pensez-vous de la politique de couverture mutuelle universelle du Sénégal, avec 10 milliards qui sont investis dedans, alors qu'il nous manque des lits, qu'il nous manque des médicaments, les gens ont du mal à se soigner? Est-ce que c'est une politique judicieuse pour le Sénégal? Alors, je ne vais pas me dédire. J'ai dit à l'époque, dans une émission radio, je pense que c'était Khalima.sn, et j'avais dit que ce n'est pas gérable, la CMU au Sénégal. Aujourd'hui, en France, la France, je pense, regretterait même, si elle devrait revenir en arrière, d'avoir instauré la CMU. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Déjà, tout le monde sait que la santé coûte cher. Je pense que c'était un élan de générosité de la part de M. le Président Macky Sall de pouvoir dire on va toucher toutes les populations qui n'arrivent pas à avoir accès aux soins de santé, d'instaurer la CMU. Mais je pense qu'avant d'instaurer cette CMU, il aurait fallu essentiellement faire le point sur une initiative de son prédécesseur sur l'accès aux soins des personnes âgées. Je ne me rappelle plus de son plan. Le plan Sésame, merci. De notre ancien président, Maître Abdoulaye Wade. Quand le plan Sésame, je vais prendre l'exemple tout simplement de l'hôpital de Fann. L'hôpital de Fann, l'État du Sénégal, aujourd'hui, lui doit environ 600 millions de francs CFA d'impayés uniquement sur le plan Sésame. Et je pense que quand même, on a dans ce pays-là des gens qui sont hyper intelligents, des gens qui, effectivement, je veux dire, savent ce qui s'est passé, savent faire le point, savent évaluer. Donc, avant peut-être de parler de la CMU, il aurait fallu dire, bah, le plan Sésame, qu'est-ce qu'on a pu faire? Et à partir de là, on dit, est-ce que c'est faisable maintenant pour la CMU? Parce que si, pour cette CMU, il faut savoir que sur 15 millions d'habitants que nous sommes au Sénégal, combien travaillent? Est-ce qu'il y a 2 millions de personnes qui travaillent au Sénégal, qui rapportent quelque chose? Je ne le crois pas. Je n'ai pas les chiffres, mais je ne le crois pas. Donc je ne m'avancerai pas dans ce domaine-là. Et cette CMU était ouverte essentiellement pour les enfants de 0 à 5 ans. Combien représentent-ils aujourd'hui ces enfants-là? Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que les enfants de 0 à 5 ans doivent représenter au moins un quart de la population du Sénégal. Donc ça veut dire que ces gens-là,
ils n'ont pas accès aux soins. Certes, on donne la possibilité qu'ils aient accès aux soins, c'est une bonne chose. Mais j'avais fait un calcul à l'époque. Si on prenait le quart de la population du Sénégal, si on prenait le budget donc, de 10 milliards pour cette CMU, vous savez à combien ça revient? Ça revient tout simplement à 4 000 francs CFA par enfant. 4 000 francs CFA par enfant, tenez-vous bien, Lamine, si l'individu, cet enfant-là, est amené en consultation, ça ne permet même pas de payer la consultation du médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps qu'on arrête cette politique politicienne? Parce que c'était vraiment juste une déclaration politicienne. Tout à fait, moi je pense que c'est une déclaration politicienne. Aussi, peut-être que c'était un souhait. Je pense que quand on est candidat, vous savez bien quand on est candidat, on fait des promesses. Parce qu'on pense effectivement les tenir. Mais quand on arrive au sommet de l'État, quand on est dans l'action, et c'est là qu'on se rend compte des difficultés. D'ailleurs, les gens disent facilement, il y a un proverbe qui dit « La critique est aisée, mais là, ô combien difficile ». C'est-à-dire que c'est facile aujourd'hui de critiquer le président Macky Sall. Moi, je ne critiquerai aucun politicien. Par respect pour leur fonction, d'abord, parce que ce sont des hommes d'État. Maintenant, que je puisse être contre telle ou telle chose, j'ai ma liberté de penser et ma liberté d'expression. Ça ne veut pas dire que je suis contre ce que le président Macky Sall fait ou bien contre ce qu'un ministre fait. Je ne suis là que pour apporter ma pierre à l'édifice en tant que citoyen. D'aucuns diront, c'est de la politique politicienne, c'est de la langue de bois. Non, les personnes qui me connaissent savent que je ne fais pas de la langue de bois. Quand je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis ça ne me va pas. Mais après, je suis toujours là pour l'intérêt général et non pas pour mon intérêt personnel. Donc pour répondre clairement à votre question, cette CMU, aujourd'hui, je pense que nos autorités vont l'évaluer, à mon avis, au bout d'1 an. C'est ce que je leur conseille de faire. Parce qu'on ne peut pas quand même se permettre de mettre 10 milliards dans cette CMU-là et qu'on ne fasse pas des études d'évaluation. D'accord? Et dans le même temps, on demande presque 280 milliards à la France, n'est-ce pas, dans un contrat pour le plan Sénégal émergent. Donc, on ne peut pas souffler le chaud et le froid. À un moment donné, on ne peut pas dire tout et son contraire. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, le plan Sénégal émergent, on peut trouver de l'argent ailleurs qu'en demandant ou en quémandant à chaque fois et en rendant, si vous voulez, nos enfants, voire nos petits-enfants qui sont à naître, que ces gens-là soient redevables, soient déjà endettés avant même de naître. D'accord? Et c'est là que j'appelle la diaspora. Je pense que, comme j'ai eu à l'écrire l'année dernière, je parlais d'une banque d'investissement de la diaspora. Il y a des gens qui l'ont dit 30 ans avant moi. Aujourd'hui, mon petit frère Babacar Ba est en train d'en parler essentiellement partout en Afrique, dans Facebook. Et je le félicite, c'est tout à fait comme ça, parce que c'est son domaine. Moi, j'avais une idée, d'autres l'ont eu avant moi, je l'ai écrit, lui, il continue essentiellement à le dire. Mais cette banque d'investissement de la diaspora, Lamine, et je ne vais pas être trop long parce que tu as certainement d'autres questions. Aujourd'hui, on dit qu'on a à peu près 800 milliards de francs CFA qui rentreraient au Sénégal. Mais il y en a beaucoup plus. Parce que quand vous partez en voyage, quelquefois, ce n'est pas prudent de le faire. Vous avez 2 000 ou 3 000 euros effectivement par devers vous, qui passent à travers les mailles effectivement du filet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est facilement pas loin de 1 000 milliards de francs CFA qui rentrent. Ce qui est l'équivalent de 1,5 milliard d'euros par an. Mais si on captait 10% de cette somme-là, ça fait quoi? Ça fait 100 milliards de francs CFA par an. Mais 100 milliards de francs CFA par an. Lamine, avec 100 milliards de francs CFA par an, je peux te sortir un plan quinquennal pour l'emploi des jeunes, pour la santé, pour la création d'entreprises, pour l'élevage, pour l'agriculture, pour la pêche et l'industrie. Sans aucun problème. Et avec des trucs, avec des données chiffrées. Mais ça, c'est une volonté politique. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est une générosité de la diaspora. Donc nous, diaspora, on a une responsabilité morale. Ce n'est pas parce qu'on a quitté notre pays avec des bourses ou sans bourse, n'est-ce pas? On a quand même le devoir de rendre ce qu'on nous a donné. Moi, aujourd'hui, c'est ça mon principe. Le Sénégal m'a donné une éducation, une instruction. Aujourd'hui, j'ai quitté le Sénégal pour des raisons personnelles. Je suis venu faire mes études.
j'aurais pu retourner au Sénégal parce que je fais partie de l'un des premiers endocrinologues du Sénégal. J'ai souhaité rester ici. Je me dois de rendre essentiellement ce que le Sénégal m'a donné. Raison pour laquelle je m'attelle à faire cela. D'aucuns me disent, y compris ma femme, mais tu perds du temps. Tu fais beaucoup de choses pour le Sénégal, mais on ne te le rend pas. Mais peu importe, je ne suis pas là. Je n'attends rien en retour. Il ne faut pas oublier que j'ai eu une formation chez des pères jésuites. J'ai eu une formation en tant que scout. Et je vais juste faire une parenthèse. Dans la prière scout, on dit tout simplement à donner sans compter. Moi, je donne. Moi, le bon Dieu m'a donné. Je donne, je distribue ce que je peux. Je n'ai pas les moyens de distribuer à tout le monde, mais je distribue. Et je n'en attends rien en retour. Donc que le gouvernement sénégalais dise Carvalho a fait ou pas fait, je ne le fais pas pour le gouvernement du Sénégal, je ne le fais pour aucune promotion, je le fais pour mes concitoyens sénégalais, pour qu'ils puissent mieux se soigner et qu'ils aient accès aux soins de santé publics et aux soins de santé primaires. Voilà. Une dernière question donc sur le Sénégal avant qu'on puisse attaquer une ou deux questions sur la politique en France et après enfin parler donc du diabète proprement dit. Vous-même vous l'avez parlé, vous l'avez dit, donc les problèmes sur le plan de l'éducation, notamment à l'université avec ce que l'on voit, des problèmes au Sénégal avec la Sénélec, les coupures d'électricité, des problèmes au Sénégal avec les coupures d'eau. Oui, Bakary, donc Biram, je sais que vous m'écoutez, donc vous de l'appel, vous savez bien ce que je dis. Des problèmes au sein même de Benno Bokk Yakaar. Pour une fois, je suis d'accord avec le conseil du président Macky Sall, donc M. Ndiaye Lo, qui dit que le Parti socialiste doit être éjecté du gouvernement. Ça, je l'ai toujours défendu. Donc voilà des problèmes avec la Commission nationale de réforme des institutions que Amadou Mahtar Mbow a dirigée. Voilà, et que le président, on attend toujours. Des problèmes avec son mandat, il le dit, mais on voit toujours rien. Et en dernier lieu, cette semaine, je l'ai vu, l'IGE, qui est l'inspection générale d'État, a épinglé l'État du Sénégal parce qu'il fait la promotion des nullards et des médiocres. Ça a toujours été mon combat. Et aujourd'hui, c'est l'IGE qui l'a sorti. Que pensez-vous de toutes ces choses-là au Sénégal? Et est-ce qu'il n'est pas temps vraiment de passer à autre chose? Parce que quand même, le train est en train de partir et nous, on est loin derrière. Alors, j'ai envie de dire, les Sénégalais, ce que je vais dire, ça va être très dur. Hein. Les Sénégalais n'ont que ce qu'ils méritent. Moi, je pense que quand on est issu d'une nation, on doit aimer profondément cette nation. Et quand on aime cette nation, on doit se lever contre toute forme d'injustice, contre toute forme de populisme. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais, plutôt que de critiquer, devraient tout simplement se dire que puis-je faire à ma place, la place que j'occupe dans cette société ou hors même de la société, même parce que nous sommes de la diaspora, nous sommes ici, que puis-je apporter? Et arrêter d'invectiver le président Macky Sall, le président du groupe parlementaire X ou Y. Moi, je pense que le Sénégal est unique et un. Et à partir de ce moment-là, arrêtons de discourir et allons-y vraiment dans les faits. Mais actuellement, celui qui doit y aller, M. Martin Carvalho, Dr Carvalho, c'est le président de la République. Oui. Parce que le citoyen lambda ne peut pas s'occuper de la réforme des institutions, oui, par exemple. C'est vrai. Le président est là pour présider. C'est son job. D'accord? Il est aidé par des ministres qui sont là pour essentiellement être au service du peuple. Et les députés qui sont là pour les lois. Mais ça, je pense que ça demande une certaine éducation et une compréhension de ce que c'est l'État. Et des compétences. Et des compétences. J'en viens. Le problème, c'est que, aujourd'hui, ces ministres, je ne dis pas tous, ces députés, ces gens qui sont au Conseil économique et social ne sont là que pour eux. Ils ne sont pas là pour le peuple. À partir de ce moment-là, ils ont complètement oublié quelle était leur mission première. Quand on est aux responsabilités, on est là pour aider le peuple et non pour servir le peuple et non pas pour se servir. Ça, c'est mon point de vue. Il a beau être moralisateur, il n'en demeure pas moins que c'est dans les faits, c'est comme ça que doit se passer.
c'est pas facile pour la bonne et simple raison que si toutefois on avait des gens compétents, des gens qui ne venaient pas là pour avoir une quelconque promotion, des gens qui venaient que pour servir, on n'en serait pas là. J'ai donné un exemple la dernière fois avec Tounkara en lui disant la chose suivante. Il faudrait que les ministres, les députés, tous ces gens qui sont autour du pouvoir, qu'on leur donne plus de primes, qu'on ne leur donne plus de bons d'essence, qu'on ne leur donne même plus de voitures de fonction, encore moins de maisons de fonction. Il me dit, ah bon? Je dis oui, pour la bonne et simple raison que si toutefois on t'appelle pour être ministre, tu es d'accord, ça veut dire que tu viens pour servir le peuple. Mais reste chez toi, amène ta voiture, viens avec ta voiture et l'essence. Et alors, et les fonctionnaires qui travaillent, qui quittent chez eux et qui viennent essentiellement travailler, à la fin du mois, ils ont leur argent, mais avec cet argent-là, qui se débrouillent pour nourrir leur famille, payer leur bon d'essence, acheter des voitures, payer le loyer de leur maison. Et nous, quand on est ministre ou quand on est député, on nous donne tous ces avantages-là. Mais au nom de quoi? Est-ce qu'ils sont plus sénégalais que les autres? Je crois que non. Donc, je pense que avant de nommer les gens, il faut regarder leurs compétences. Regarder essentiellement l'amour qu'ils ont pour ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils obéissent bien à la feuille de route de celui qui préside aux destinées de la nation, c'est-à-dire le président de la République? Et à partir de ce moment-là, on essaie de prendre ces gens-là, qu'ils travaillent, et que ces gens-là rendent des comptes. Mais au Sénégal, on rend compte à personne. À partir de ce moment-là, comme on rend compte à personne, les gens font ce qu'ils veulent. Ils se disent, non, pour 4 ans, 5 ans, et au bout du compte, on s'en va. Non, le Sénégal est un État qui n'est pas appelé à mourir. Donc, il est là, je veux dire, il n'y a que le bon Dieu qui connaît la longévité de ce pays-là. Donc, quand vous venez pour travailler, quand vous êtes ministre ou député ou dans des postes de responsabilité, mais faites votre travail correctement, après vous rendez votre tablier et qu'on n'ait rien à vous reprocher. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème d'histoire. Mais aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Je vais prendre une petite anecdote parce que je reviens de la messe. Et qui n'a rien de favoritisme pour les catholiques ni quoi que ce soit. La parabole du jour aujourd'hui, c'était essentiellement le maître qui embauchait certaines personnes dans sa vigne. Mais on n'a pas dit qu'il avait embauché des chrétiens, des musulmans, des juifs. On a cité personne, on a dit qu'il a embauché des gens. Et des gens qui sont venus à la première heure ont embauché. D'autres sont restés sur le bas-côté parce qu'ils n'ont pas été, on ne les a pas pris. Il est venu leur a dire, mais allez-y travailler. À la fin de la journée, il a donné la même pièce d'argent à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le bon Dieu, il nous met tous sur le même pied d'égalité. Qu'on soit président, ministre, député ou garçon de salle ou ouvrier, pour lui, on est tous pareils. Et dès que nos responsables, si nos responsables politiques qui disent que eux, ce sont des djoulites, ce sont des mourides, ce sont des ainsi de suite, si toutefois ils mettaient en application ce qu'ils ont vraiment appris dans leur religion, et quelle que soit leur religion, et je ne stigmatise aucune religion, ces gens-là, ils auraient compris qu'ils sont là au service de la société. Et on aurait eu moins de problèmes. N'est-ce pas? En dehors de l'incompétence, on aurait eu moins de problèmes dans toutes les affaires de l'État. Quand tu sais que tu viens ici pour Djamou, essentiellement, Yal, Djamou, les Sénégalais qui t'ont mis ici au pouvoir, je pense que la mission serait beaucoup plus noble. Merci, Dr Martin Carvalho. J'espère que mon ami de l'APR, Mamad Ndiaye, qui s'occupe de la communication, a bien entendu que tout le monde penche pour une gouvernance sobre et vertueuse, basée sur la compétence, le talent et aussi le mérite. Donc, notre docteur, on te laisse respirer un tout petit peu. Du genre Momodou le micro, en attendant qu'on revienne sur le diabète proprement dit. On invite les auditeurs et auditrices d'être patients et puis de préparer leurs questions. Et donc, le docteur va répondre. En tout cas, merci notre docteur, ami et frère, et qui nous anime presque, je dirais, 3 fois par an. Machallah, que Dieu le bénisse et sa grande famille. Je vous rappelle aussi, donc, depuis Médine Gounass, notre grand frère Maodo Samanian, qui remercie bien sûr la délégation de Marseille, et particulièrement donc, de leur mobilité, et remercie aussi ceux qui n'ont pas pu y être, raison à laquelle il manque de locomotion. Et remercions aussi les acteurs, ceux de responsables qui ont vraiment
mis donc en feuille de route cette navette qui a pu amener ces sages, etc. Le plus jeune, bien sûr, Issa Sow, et que nous remercions tous cela. Nous remercions aussi la jeunesse de Cannes, Nice, qui éventuellement nous ont accueillis très chaleureusement. Ahmed Kiam, et puis Mansour Gassama, et puis Léo Nyang, et puis Guédouba, et puis surtout tous ceux qui sont les femmes, Mariam Diaraté, la femme la plus en deuil, puisque c'était sa moitié, c'était son amie, c'était sa sœur, c'était tout. Et Aminata Ba depuis l'antenne de la Seine-sur-Mer dans le Var. Voilà, et puis nous remercions aussi la délégation de Paris, nos institutions, donc Madame Baké, donc Madame Awa Diop, et bien sûr le coordinateur principal nomination donc, par le président Dembosso et Ahmed Sarr, et puis notre petit frère Abdraman Koïta, tous mobilisés pour accompagner à sa dernière demeure notre regretté Ikoro Ndiaye. Et de Marseille, et puis incontournable aussi, nos institutions se sont mobilisées. Le consul général du Sénégal à Marseille, donc Tamsir Faye, et son vice-consul se sont rendus. Et puis sans oublier donc tous ceux, Amical Mavok, et quelle demeure éternelle. Nous prions pour vous aussi de rester aussi longtemps en bonne santé et longue vie aussi, pour accompagner d'autres personnes. On ne peut pas applaudir avec une seule main. Voilà, après bien sûr ce débat animé par Maestro Lamine Diaraté, on va vous laisser le soin d'une belle chanson donc, qui va être dédiée à nos chers auditeurs et auditrices. Et oui, un enfant prodige est né, il s'appelle Ibrahim, qui nous interprète et le mot intitulé donc Médina, que nous tous on a vécu Médina. Et puis voilà, et Youssou Ndour est de Médina, Fallou Dieng est de Médina, moi je suis de Médina, et je pense que même Richard est de Médina. Tu es de Waoundé, toi. J'accepte. Mais c'est de là que nous avons grandi, parce que je suis de Fas-Casier, mais j'ai beaucoup grandi plutôt à Médina. Voilà, Amical Mavot, on vous laisse le temps de nous accompagner pour cette belle balade. Donc, voilà. Après, bien sûr, cette belle chanson, donc, nous allons aborder juste un humoriste ivoirien pour vous rappeler le président de la République. C'est comme les prisonniers et ils ont tous chacun un rôle à jouer. Consulat du général du Sénégal à Marseille. Voilà, donc on revient avec Dr Martin Carvalho. Comme je l'ai dit au début de l'émission, encore juste 5 minutes donc, avant de parler du diabète. Donc si docteur, vous pouvez être un peu concis, voilà, parce qu'un bon politicien en général, on a du mal à vous canaliser. Maintenant, nous allons parler d'une affaire qui s'est passée à Marseille. Parce que je sais que vous êtes très engagé, vous étiez même sur les listes électorales donc, pour la mairie du 12e. Donc effectivement, vous cherchez toujours à faire quelque chose pour la communauté, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France. Et en France, il y a eu une affaire qu'on appelle l'affaire Guy Tessier. Quand je dis on, que vous-même vous appelez l'affaire Guy Tessier, parce que vous avez été donc l'un des premiers à vous indigner, à crier. Parce que Guy Tessier, le président de Marseille Provence Métropole, MPM, avait dit que la ville de Marseille est sale. Et si elle est sale, c'est à cause des Africains. Il faut trouver des moyens pédagogiques pour que la ville ne s'africanise pas. Et vous vous êtes indigné. Et qu'en est-il depuis lors, docteur? Alors, Lamine, vous me tendez la perche. Et je vous remercie. Vous avez dit effectivement ce que j'avais à faire, donc je ne reviens pas. Mais ça me permet tout simplement de ramener la diaspora sénégalaise à l'hymne national. Je vais prendre le 4e couplet de l'hymne national
parce que je l'ai dans mon portable, je vais le lire, je ne le connais pas par cœur. Parce que nous, Sénégalais, on ne connaît que Pince et tous Vokola. Le 4e couplet dit « Sénégal, comme toi, comme tous nos héros, nous serons durs sans haine, et les 2 bras ouverts. L'épée, nous la mettons dans la paix du fourreau, car le travail sera notre arme et la parole. Le Bantou est un frère, et l'Arabe est le blanc. » Alors, je lance un appel à la diaspora. Et ça, je parle sous le contrôle de mon épouse, qui me soutient, heureusement, dans mes actions. Je pense qu'aujourd'hui, on doit créer une nouvelle génération de la diaspora sénégalaise. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une ancienne génération qui n'était pas bonne. Mais cette nouvelle génération doit être empreinte de générosité pour essayer d'apporter ou de trouver des solutions, chacun dans son domaine de compétences, et Dieu seul sait qu'il y en a, pour l'avenir de notre Sénégal. Je lance cet appel parce que j'en ai discuté avec quelques personnes, dont toi d'ailleurs, pour créer tout simplement cette génération de citoyens. Après, on l'appellera comme on voudra. Je voulais placer un mot là-dessus. Et ça me permet tout simplement d'arriver à l'affaire Guy Tessier. L'affaire Guy Tessier, on la connaît. Je pense que tu en as eu à parler essentiellement beaucoup dans toutes les émissions que vous avez eu à faire ici, avec Mamadou. Je serai bref. Aujourd'hui, on a besoin tout simplement d'argent. On ne peut pas se permettre de dire qu'on veut être respecté si on ne se respecte pas nous-mêmes. Quand je dis si on ne se respecte pas nous-mêmes, cette affaire a eu lieu au mois d'avril, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, on est au mois de septembre. Je vais vous dire clairement, nous n'avons que 850 € dans la caisse. Et je pèse mes mots. Combien d'Africains sommes-nous à Marseille? Combien de Sénégalais sommes-nous à Marseille? Est-ce qu'on se sent vraiment impliqué dans cette histoire, oui ou non? On nous a injuriés. On demande à avoir respect. Commençons par nous respecter nous-mêmes. Si c'était les Juifs ou les Arméniens, pour le problème financier, ça serait réglé en moins de 24 heures. Nous, à chaque émission, Lamine, vous rappelez que même celui qui donne 2 €, c'est bien. Mais on a besoin de 4500 € pour tout simplement mener cette affaire à bien. La parenthèse étant faite, nous aurons une réunion le 8 octobre. Lamine, tu en fais partie de ce groupe, je ne suis pas le seul, heureusement, avec le MRAP et l'avocat, pour savoir où est-ce que nous en sommes. Et dès que nous le saurons, Lamine vous donnera les informations utiles, le jour essentiellement du procès où il faudra venir nombreux, pour qu'on soit encore respecté, qu'on nous voit, parce qu'il n'y a que l'union qui fait la force. Et dès qu'on aura massifié essentiellement la population africaine, ces gens-là réfléchiront à 2 fois avant de parler et essentiellement avant de nous injurier. Et ça, je pense que c'est une marque de respect. Et d'ailleurs, Lamine, vous le disiez, c'est le procès du respect, ce n'est pas un procès politique. Si j'avais effectivement, comme beaucoup l'ont pensé, si j'étais dans le camp de Guy Tessier, mais pensez-vous que j'aurais eu le courage de l'amener à un procès? Je ne suis pas de son camp. Il le sait très bien. Il a voulu essentiellement m'embrigader dans des histoires politiciennes. J'ai su le remettre à sa place. Il a fait intervenir des gens. J'ai su le remettre à leur place parce que je ne mange pas de ce pain-là. D'accord? Je crois essentiellement à une idéologie. Je crois à l'égalité des hommes. Blanc, beurre, tout ce que vous voulez. Moi, je ne regarde pas l'individu qui soit blanc, noir, blanc ou jaune, qui soit, je veux dire, quelle que soit sa religion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Donc nous sommes là essentiellement pour le mieux vivre ensemble. Donc ce procès, je vous en supplie, essayez que chacun regarde dans son fond de tiroir, qu'il puisse envoyer des sous à Lamine, à moi, à Charles Haro, à Ami Diouf, et qu'on puisse réunir cette somme-là pour le procès. Je vous en supplie.
et qu'on puisse passer à autre chose de beaucoup plus intéressant que Guy Tessier. Merci, Dr Martin Carvalho. Donc, merci beaucoup. Et bien sûr, comme le disait mon père, le respect ne se demande pas, le respect ne se commande pas, le respect, ça s'arrache. Donc, Gaï, Joklen, nous méritons ce respect-là. Il est temps que ces hommes politiques arrêtent de parler de l'immigration, mais aussi de stigmatiser les Africains, comme je le disais, quand ils sont dans l'impuissance de régler certains problèmes qu'attendent les Français. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous lever tous ensemble pour faire front, parce que il y en a marre, il y en a marre et il y en a assez. Voilà, donc Mamadou, juste une petite musique et on attaque le diabète. 04 91 08 28 15, 04 91 08 28 10. Morena naambia hadisi. Nini? Ushanaambia hadisi bwana. Asha. Leo tunakutana na somo badala shushu. Itesogeti jabani. Iwaneza ni para. Mena kanae. Tanzania ni boaye. Ila wawata. Ifana isawalawa. Shaka uniji zaulede Tanzania badala shushu. Shaka uniji zaulede Tanzania badala shushu. Adala shushu. Adala shushu. Adala shushu. Adala shushu. Wanyawe wanyawo. Kabuli ubaniwo. Wanyawe wanyawo. Oui Aldo, donc yaa ngi ci biir ki moom spécial Aldo yow laa ko dédicacé. Bon, xëccal Maman Diallo aussi ak basse. Marion, mais ton fils aussi. Wawenine tulia. Nami nikawa msimu. Wauanana uwade. Ulio morile uno. Kila mtu ake na wae. Ibarara usalama. Atomurenga owa munyawe. Na pare msimu. Atomurenga owa munyawe. Na pare msimu. Adala ishushu. Adala ishushu. Adala ishushu. Adala ishushu. Wanyawe wanyawe o. Yamule o bani o. Wanyawe wanyawe o. Yamule o bani o. Atomurenga o amunyawe. Apare msimu. Atomurenga o amunyawe. Apare msimu. Adala ishushu. Adala ishushu. Adala ishushu. Adala ishushu. Masikara fumbamu. Weza tabia ni nunda he. Masikara fumbamu. Weza tabia ni nunda he. Atomurenga o amunyawe. Adala chouchou. Bon, ça c'est pour Matar. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Allô, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour notre envoyé spécial depuis la Corse. Ah, merci Lamine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau en Corse là-bas? Il fait chaud, il fait très chaud ici. Donc voilà, on est là pour le boulot. Voilà, de toute façon, on est là quoi. Moi, j'ai pas la chance de vous écouter parce que j'ai pas internet quoi. Ah ben oui, oui, ma foi, pourquoi aller là-bas si loin? Ouais, tu sais, raison de travail, c'est pour ça. Oui. Le travail d'abord, t'as raison. Moi, je salue tous les auditeurs, je salue Mamadou, Richard et Grand Moïse et Martin Carvalho. De toute façon, j'ai appelé pour faire mes condoléances à Tata Marie et à Tonton Ndiaye Diallo qui a perdu son père. Donc voilà, kon mbokk yi maa ngi nuyu ku nekk si sa tur ak si sa sant tamit di jaale Tata Marie nga xam ne papaam dafa wàcc liggéey kon fa mu nekk yal na ko yàlla yërëm. Amiin. yàlla
seddal suuf ci kawam te yàlla yokk leeram. amiin amiin. waaw ci biir loolu Lamine tamit amoon naa benn question pour Martin Carvalho. waaw. donc bëggoon xam projet yi amoon Sénégal maanaam projet yi mu kii woon si région yi Thiès Saint-Louis et cetera lu mu bëggoon xam projet yooyu fu mu toll quoi bëggoon naa mu kii ma ci loolu quoi. ok projet yi mu def Saint-Louis. waaw projet yi mu def si région kii quoi Dakar Saint-Louis. d'accord ces projets. xam nga projet yi. bon sur le diabète quoi. waaw sur le diabète waaw. Inch'Allah voilà dina ci répondre après. waaw d'accord ça va. En tout cas sama rak bon courage. ok et puis xam naa ba dimanche prochain. waaw ba dimanche prochain Inch'Allah. allez jaajëf my boy. allez bon courage bonne émission. Merci. Voilà donc Matar d'ailleurs Mamadou nous permet d'attaquer directement le diabète. Voilà donc sans transition nous allons partir avec donc le docteur Martin Carvalho. Je vois qu'il y a les messages de Biran Diallo, tout ça qui arrive. Voilà donc docteur, avant qu'on ne... Oui, avant qu'on donne la parole à docteur Martin, c'était pour rebondir sur le message de Mortal. Et puis toute l'équipe et nos invités, et tout au nom de ma famille aussi, on transmet nos sincères condoléances à Ndere Gallo et à sa femme. Donc, paix à son âme, que la terre sera très légère et que Dieu l'accepte bien sûr dans son paradis plutôt vivre. Voilà, et malheureusement, l'une est éternelle, malgré tout, la vie continue. Voilà, donc merci Momodou. Effectivement, donc en tout cas, Ndiaga Diallo et son épouse, en tout cas, remercient toute la communauté marseillaise, remercient tout le monde vraiment sur leur soutien. Voilà, en tout cas, nous viens de remercier, mais Khamnani, peut-être durant l'émission ou peut-être dimanche prochain, en tout cas, voilà, certainement il appellera pour remercier tout le monde. Voilà, donc nous allons enchaîner directement. Docteur Martin Carvalho, le thème principal, c'est le diabète. Qu'est-ce que le diabète? Alors, moi aussi je vais m'associer, même si je l'ai fait par texto à mon ami Ndiaga, pour cette peine qui a touché son épouse et lui-même. Voilà. Et donc bon courage Ndiaga et bon courage Marie. Alors, pour répondre à ta question, simple, je pense que c'est une définition de l'OMS qui n'est pas de moi, qui dit que le diabète c'est essentiellement lorsque la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre, est retrouvé lors d'un bilan sanguin à jeun à 2 reprises, donc à jeun, je dis bien à jeun, depuis au moins 12 heures, à 2 reprises, lorsque cette glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g, n'est-ce pas? À 2 reprises, j'insiste bien, on devient diabétique. Ou bien, si à tout moment de la journée, une glycémie est faite et qu'on retrouve 2 grammes par litre. Donc, voilà la définition du diabète pour répondre de façon très brève. Définition en Wolof, parce qu'il y en a aussi, voilà, tu vas te débrouiller, je ne sais pas comment, mais tu vas te débrouiller. Parce que quand même, voilà. Fii dañu fi bëri ay mère ak ay pa yoo xam ne ñoom ñëpp ak ñuy déglu te ñoom ñëpp malheureusement dañu am diabète. Donc bëgg naa nga wax leen de manière simple lan mooy diabète ak aussi lan la ñu mën a peut-être éviter balaa ñuy jël question yi. Alors diabète bi mooy tout simplement saa su ñu jëlee sa deret par prise de sang bu la sa docteur prescrire le matin ci suba si à jeun balaa ngay lekk dara. Si ci ñaari yoon soo amee benn taux, c'est-à-dire dosage sucre bi ñu ko ci prise de sang bi su ëppee 1,26 g ci ñaari yoon à ce moment-là nit ki kat diabétique na. wala ci n'importe quel moment ci journée bi n'importe quel waxtu ci journée bi su ñu defalee prise de sang su ëppee 2 grammes par litre nit ki diabète la. waaw léegi naka la ñu mun def pour éviter diabète day metti parce que diabète dafa am différents types de diabète am na diabète yoo xam ne ndeysaan c'est lié à la génétique mooy ce qu'on appelle le diabète de type 1 mooy ñoo xam ne ñooñu suñ ko waree wax ci simplement dans notre fatalité sénégalaise yàlla moo leen ko jox quoi. C'est-à-dire que c'est pas scientifique ce que je dis mais c'est parce que tout simplement dañu amoon ki seen waa famille déjà ñi xam ne ils étaient diabétiques. Et donc à ce moment-là, ils deviennent diabétiques parce que tout simplement dafa am seen pancréas day am jafe-jafe seen pancréas mënutul fabriquer insuline
Donc ñooñu diabétique de type 1 lañu dañuy soxla insuline, donc c'est pour ça on les appelle aussi diabète insulinodépendant. La plupart du temps nag ñooñu ndeysaan bu ñu nekkee xale dañuy nekk am diabète boobu diabète boobu barewul ci àdduna bi. Il représente environ 10 à 15% de la population mondiale des diabétiques. Beneen diabète bi mooy diabète de type 2 boobu moo gën bari te boobu moo gën a neex sax prévention bi moytu ko moo gën neex parce que boobu ci affaire wu lekk la rek la jëfi ñuy lekkee alimentation de mauvaise qualité boo xam ne en gros riche en sucre et riche en graisse mooy tax nekk peut-être nit ki mën a mujjee nekk diabétique. Voilà, donc ñaari aliments yooyu suñ ko mënee éviter ça devrait effectivement amener à éviter la majeure partie des diabétiques de type 2 qu'on appelle diabétiques non insulinodépendants, c'est-à-dire que ñoom du problème mu insuline nañu am moo tax ñooñu dañ leen faj ak ay comprimés, mais le plus souvent ces gens-là dañuy am yaram. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire que si on regarde la courbe de l'obésité avec la courbe du diabète, c'est une courbe exponentielle, mais qui est en même temps parallèle. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 2 milliards de personnes qui sont obèses. Et environ, à peu près d'ici, on nous dit que d'ici 2025, on aurait pratiquement 500 millions de diabétiques dans le monde. Dépistés. Parce que nous savons qu'il y a un diabète. Nous savons qu'il y a un diabète. Donc, qui ne sont pas dépistés et qui ne sont pas répertoriés. Donc voilà, il faut que pour tant que lu gàtt pour essentiellement may nit yi mun am yeneen question. Voilà, donc mais xam naa di nga ci ñëw da waxuloo diabète africain def naa am na jenn diabète boo xam ne africain rek ñoo ko moom. Effectivement bëggoon naa ci dugg après je me suis dit xëy na on va me poser les questions. Alors bàyyi ñu jël question yi. Voilà. Voilà, donc Richard, je pense déjà un auditeur. Après on va lire quand même les messages qui arrivent par internet. Allô? Oui, allô, oui, bonjour, Labine. Oui, Babacar. bonjour Babacar Ba. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Merci bien. Voilà, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour Richard, bonjour Mamadou. Bonjour grand frère, vraiment, je voulais appeler. J'appelle avec beaucoup d'affection et de pincement au cœur pour féliciter mon grand frère Martin Carvalho et vraiment pour Nyanon Koyalo aussi. Puisque, Grand Martin, aujourd'hui, tu fais non seulement la fierté de tout le Sénégal, mais la fierté de tout Africain, et surtout et principalement des Africains de la diaspora. Parce que, vraiment, les actions que tu poses en permanence sur le Sénégal, être au service de sa patrie, sans contrepartie pour moi, c'est l'une des plus belles preuves de patriotisme. C'est là où vraiment, puisque si on prend juste l'exemple du centre de traitement de diabète, que tu as ouvert à Thiès, alors que tu as liberté de Ngedek. Ça, je pense que c'est vraiment une très belle preuve de patriotisme. Et le général de Gaulle avait dit une chose qui est fondamentale. Il avait dit qu'on ne fait rien d'extraordinaire sans hommes extraordinaires. Et les hommes ne sont extraordinaires que s'ils sont déterminés à l'être. Ça, c'est ce que le général de Gaulle avait dit. Maintenant, moi, je suis vraiment très préoccupé par l'appel de la diaspora, l'émergence d'une nouvelle diaspora. Et je voudrais non seulement te féliciter, mais je voudrais aussi te dire que cet appel-là va trouver un écho extrêmement favorable parce que, comme Nico Waché, à travers le monde, beaucoup de personnes travaillent pour l'émergence d'une nouvelle diaspora africaine. Et cette nouvelle diaspora africaine-là, l'un des premiers principes, c'est éviter d'être politisé, puisque malheureusement, la politique a fini de nous faire comprendre que ça ne marche pas en Afrique. Et que vraiment, si on veut tirer l'Afrique de demain, ce n'est pas à travers des discours politiciens. Moi, je vais juste parler concrètement par rapport à l'appel que tu lances, par rapport, en tout cas, à la banque sur la diaspora, puisque effectivement, comme nous nous avons beaucoup échangé là-dessus. Il y a de talentueux Africains un peu partout dans le monde, ils sont mobilisés sur le projet. D'ailleurs, je devrais partir à la fin du mois en Italie, puisque là-bas, on lancera le premier fonds solidaire diaspora depuis l'Italie, pour effectivement pouvoir financer, en levant des fonds au niveau de la diaspora, des projets comme, je l'espère demain, le centre de traitement de diabète à Saint-Louis, qui était très cher. Donc c'est vraiment dire aujourd'hui, grand, que moi je voulais te remercier, je voudrais t'encourager encore, parce que vraiment, et le banquier que je suis, étant ton banquier, je sais aussi que tu crées beaucoup d'emplois au Sénégal, ça je peux me permettre de le dire à l'antenne, et te féliciter, puisque aussi ce que les gens ne savent pas, c'est que moi je peux le dire à l'antenne, Martin Carvalho crée beaucoup d'emplois au Sénégal, puisque les virements de salaire, c'est moi qui les passe.
Donc merci aussi pour ça, puisque au-delà des discours, il y a concrètement des actions grandes que tu poses. Et de mon vraiment, je voudrais voir cet là qu'il te garde, qu'il te fortifie. Mais je voudrais aussi lancer un appel aux gens de la diaspora pour leur faire comprendre que l'État du Sénégal, vraiment, et les États africains n'ont pas les moyens de leur politique. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent comprendre cela. Au moment où je parle, l'État du Sénégal est en train de préparer une note d'information pour lever 75 milliards de francs CFA sur le marché obligataire. C'est-à-dire que chaque matin, nos États sont à la recherche de nouveaux financements, puisque nous sommes déficitaires. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les États fassent tout. C'est impossible. Puisque ce que les hommes politiques ne disent pas, c'est que chaque matin, ils sont sur les marchés financiers pour trouver de l'argent. Maintenant, nous, l'examen de ce à quoi conduit la politique doit pousser qui que ce soit à ne jamais laisser qui que ce soit prendre des décisions sans pour autant être en situation de dire ce qu'on en pense. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains, nous avons l'obligation de trouver des solutions et de ne pas attendre qui que ce soit, qu'il soit président ou ministre, pour trouver des solutions. Donc je pense qu'aujourd'hui, les chiffres ont fini de démontrer, on parle de 800 milliards, mais les chiffres démontrent aussi que l'informel, c'est le double, c'est même pas 1000, on est aux alentours de 1500 milliards si on ajoute l'informel, puisque l'informel c'est beaucoup plus important que le formel. Sans compter les 54 milliards de dollars que la Banque mondiale dit que les Africains l'ont épargné dans ces pays du Nord. Ah, il faut conclure, s'il te plaît. Oui, non, Lamine, oui, j'arrive. C'est-à-dire que c'est... Non, on a beaucoup d'appels et vraiment le thème c'est le diabète. Maintenant, prochainement, on peut parler économie ou tout ça. Mais là, pour le moment, c'est vraiment la maladie. Si vous menez vraiment Gautou, s'il te plaît. D'accord. Oui, alors, sur ce thème du diabète, Lamine, pourquoi j'insiste aussi? Puisque, effectivement, le docteur Carvalho a lancé un appel extraordinaire par rapport au financement de structures pour traiter le diabète. Et c'est là aussi où je voudrais vraiment dire que, en tout cas, Inch'Allah, on réfléchira ensemble sur ces questions-là, puisque les financements, de toute façon, ce sera à nous de les trouver. Les États ne sont pas en mesure de le faire. Maintenant, pour éviter les débats politiciens, vraiment, grand, je voulais encore te féliciter et te dire vraiment que nous les ñaanal et que nous restons mobilisés avec toi à trouver des solutions. Donc, merci encore pour tout. Merci beaucoup, Babacar. Merci, au revoir. Voilà, donc, Richard, donc, je te laisse gérer ça. Nous allons partir à l'antenne, non pas à l'antenne, par le mail. On a des messages là-bas, Richard. On va le retrouver. Bon, c'est pas grave. J'en ai déjà un qui est là. Hein? Oui, la question de Diatou, c'était laquelle? Déjà, on prend celui-là. Matar Sek, qui parlait donc des projets. Bon, juste parce qu'il y a un gadget, mais rapidement, où tu en es avec les autres projets? Voilà. En fait, Matar, comme il n'avait pas Internet, donc il n'avait pas écouté ce que j'ai pu dire. Donc aujourd'hui, bon, Thiès, ça marche bien, Thiès est autonome, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je fais des visites éclair à tout moment que j'arrive au Sénégal sans les prévenir de mon arrivée, effectivement, et je vois que tout marche bien, donc je m'en réjouis. Après, mon point de chute, vraiment pour terminer à l'axe nord, c'est essentiellement Saint-Louis. Mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de vouloir faire un projet donc, de congrès au Sénégal pour pouvoir attirer essentiellement les investisseurs afin que l'on puisse essentiellement au moins faire quelque chose pour Saint-Louis. Puis après, il faudra aller essentiellement dans le sud, essentiellement à l'est, peut-être vers Tambacounda, puis après vers le sud, vers la Casamance, et remonter essentiellement vers Kaolack, pour que le Sénégal puisse un peu, même si toutes les régions ne peuvent pas avoir de centre, à mon grand désarroi, hein, mon objectif c'est qu'on puisse avoir un centre dans chaque région, et ça c'est quelque chose de possible. Parce que si je vous dis que si on ne doit pas construire, ça risque de nous coûter la moitié. 50 millions de francs CFA, c'est pas la mer à boire, ce n'est que 76 000 €. Et je pense que aujourd'hui, si on monte notre sérieux, je pense qu'on peut arriver à faire venir des investisseurs. Moi, ça ne me coûte rien de faire chaque année un congrès au Sénégal. Ça fait venir des touristes au Sénégal, c'est-à-dire des médecins français qui vont arriver. Et les laboratoires seront heureux de venir de voir ce que l'on fait et essentiellement de nous aider de par leur participation pour que au moins le problème du diabète puisse être résolu au Sénégal. Enfin, résolu. Prise en charge, hein, parce qu'on ne résout pas malheureusement le diabète.
Voilà, donc juste on va enchaîner avec la question de Diatou. Donc Diatou te demande, est-ce que les produits qui arrivent au Sénégal et qui sont interdits en général en Europe ne sont pas souvent les causes parce qu'ils produisent, enfin ils ont encore beaucoup d'additifs, voilà, qui ne sont pas en tout cas homologués. Est-ce que ce n'est pas dû à ça? Alors, je ne sais pas de quel produit parle ma sœur Diatou. Par exemple, le lait, parce qu'on a une profusion de lait au Sénégal. Effectivement. En fait, tout à l'heure, je n'ai pas voulu rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'alimentation. Il faut savoir que ces produits-là, comme le lait contient du sucre, mais je n'ai pas la science infuse pour dire que, parce que je ne suis pas un responsable commercial dans le domaine du lait, mais je pense que comme tout pays qui se respecte, tout produit qui devrait rentrer essentiellement dans ce pays-là doit faire l'objet d'une étude au préalable avant qu'il ne rentre dans le pays. Parce que pour qu'il rentre dans le pays, il aurait fallu essentiellement qu'il y ait l'autorisation de mise sur le marché, qu'on appelle l'AMM ici. Et l'autorisation de mise sur le marché, avant qu'elle ne soit faite, il faut que nos autorités sanitaires puissent étudier le produit, le faire venir, le tester en échantillon d'abord, et essentiellement voir quels sont les avantages et inconvénients avant de pouvoir le mettre sur le marché. C'est comme ça que ça se passe naturellement, habituellement, y compris même pour les médicaments. Mais au Sénégal, je ne dis pas qu'il n'existe pas de structure comme ça. S'il n'en existe pas, il faudra effectivement la mettre sur place. Et s'il en existe, parce que je ne suis pas au Sénégal, donc je ne suis pas censé tout savoir ce qui se passe au Sénégal, je n'ai pas cette prétention-là. S'il en existe, il faudrait que les gens compétents, sérieux, puissent prendre effectivement en charge là. Encore une fois, sans intérêt partisan ni particulier, parce qu'on a eu à entendre des gens qui ont fait rentrer de l'insuline au Sénégal pour des intérêts personnels et particuliers au détriment de la population. Donc, c'est grave. Voilà, donc on reste un peu avec Diatou qui veut savoir, est-ce que le glucose traite tous les comas diabétiques? Alors non. Parce qu'elle a dit qu'au Sénégal, et malheureusement elle a quelqu'un de sa famille qui en est décédé, effectivement, dès qu'on t'amène coma diabétique, on te fait une perfusion de glucose. Alors, cette question est terrible à la fois parce qu'il y a des personnes dont on ignore le diagnostic de diabète et dès qu'ils arrivent à l'hôpital, des perfusions sont faites essentiellement de produits, soit de sérum glucosé, ou bien même quelquefois une corticothérapie selon la pathologie et le traitement qui est nécessaire. Je pense, et ça m'avait interpellé à l'époque, raison pour laquelle j'étais en négociation avec les laboratoires pharmaceutiques ici au Sénégal, et j'en viens parce que j'ai eu à rencontrer la directrice nationale de la pharmacie d'approvisionnement du Sénégal, et j'ai interpellé cette dame en lui disant qu'il faudrait faire attention à la problématique du diabète. Il faudrait qu'on puisse dépister les diabétiques dès l'entrée dans les structures, dans les cases de santé, dans les dispensaires, dans les hôpitaux. Et pour ce faire, je souhaiterais, ça c'est aussi un autre projet, je souhaiterais que dans toutes les structures que je viens de citer, on puisse avoir ne serait-ce qu'un lecteur de glycémie. Aujourd'hui, un lecteur de glycémie, ça ne coûte rien. Dans tous les services des hôpitaux en France, vous avez 1, 2, voire 3 lecteurs de glycémie dans chaque service. Quand vous allez au Sénégal, il y a des services qui n'ont même pas de lecteur de glycémie. À partir de ce moment-là, si la personne qui arrive, qui est dans le coma, ou qui n'est pas dans le coma, et à qui on n'a pas pris la glycémie au bout du doigt, ce qu'on appelle une glycémie capillaire, c'est comme quelqu'un qui a une hypertension artérielle, qui vient à l'hôpital et qu'on ne lui prend pas l'attention. À partir de ce moment-là, si on le perfuse avec du sérum glucosé, vous comprenez bien que sa glycémie va augmenter, son diabète ne va que s'aggraver, son coma ne va que s'aggraver. Donc c'est un problème de prise en charge dès le départ, dès l'entrée. À l'entrée d'une structure hospitalière, on a ce qu'on appelle la prise de constante. Et cette prise de constante, ça suppose la température, le pouls, la tension artérielle et, bien entendu, la glycémie doit en faire partie de façon systématique. Ce qui permettra aux médecins de pouvoir être orientés pour savoir est-ce que ce coma est un coma hypoglycémique ou bien est-ce que c'est un coma hyperglycémique qui va entraîner une acidocétose et à partir de ce moment-là, le médecin pourra faire essentiellement une prise en charge adéquate.
Et mes collègues médecins qui sont au Sénégal, ils sont très compétents dans ce domaine-là et ils peuvent le faire. Mais dès qu'il n'y a pas de prise en charge initiale, les pauvres, ils sont induits en erreur. Et après, malheureusement, les gens décèdent. Après, ils voilà. Au moins c'est dit et c'est clair. Voilà, donc Richard, je pense, avant de donner les questions, il y a les questions de Biran Diallo, de Jean-Pierre. Vraiment, merci. Il y en a beaucoup qui ont respecté la procédure, qui ont envoyé beaucoup de mails. Et ça, c'est gentil. Mais nous allons partir à l'antenne. Allô? Allô? Allô, c'est vous? Et Moïse. Oui, bonjour, grand Moïse. Comment allez-vous, chers amis? Ça va, vous êtes à l'antenne, nous le développons. Waaw, maa ngi leen di donc entrecoupé, mais aujourd'hui, bon, je suis quand même, je n'étais pas disponible, maa ngi ci jàkk ji am ay travaux yu ma fay def que je devais surveiller, donc je n'avais pas le temps de me libérer, et pour participer activement, j'ai écouté le début de l'émission. Martin, bon, je te dis, bon, salut frère, Mamadou et toi, Richard, tous, je vous dis bon dimanche. Bon, écoutez, Martin, en tant que médecin, déglu naa la, je ne reviens pas sur les actions que tu mènes, les gens en ont parlé. Donc, on le sait, que ça, c'est, si tout le monde suivait cet exemple-là, beaucoup de choses, il a changé dans. On te félicite, on t'encourage pour que ça puisse continuer, pour que ça puisse aller de l'avant. Mais comme tu me connais, je ne suis pas un tireur de pompe, quoi. Donc, bon, là, parlons de la prévention. Vous savez, important, mieux vaut prévenir que guérir. Tu as parlé du CMU pour les enfants, qu'on ne peut pas nous gérer ça. Mais pourquoi ne pas revenir, Martin, à l'ancienne méthode? J'ai vécu ça, tu l'as vécu. Tout le monde savait que tous les élèves du Sénégal, particulièrement nous qui étions à Dakar, depuis le scolaire, on était suivis médicalement. Il y avait le centre médico-social qui se trouvait au stade Iba Mar Diop. Donc, on avait l'avantage, les parents avaient l'avantage que dans ces services-là, nous tous, on a eu la piqûre du TAB en 3 proportions. Piqûre de nous. Les dentistes sont venus voir notre dentition. Les ophtalmos sont venus voir nos yeux. Donc l'enfant était suivi. On avait un carnet de santé depuis le primaire qui nous suit jusqu'à notre âge adulte. Oui, grave. Non, attends. Il faut poser une question sur le diabète, parce que le diabète est là, s'il te plaît. Mais moi je parle, le diabète on en a parlé, moi je parle de la santé, de la prévention. Mais grand, c'est pas le thème malheureusement. Bon, Martin, est-ce que vous ne pensez pas que pour prévenir le diabète aussi, quand les gens sont suivis de leur plus bas âge, est-ce que aussi ce n'est pas une solution? Alors, c'est une que solution. Les enfants dès leur bas âge sont suivis, des prises de sang, et tout ça, on pourra prévenir. C'est de la prévention que je parle. La prévention peut se faire, effectivement, en passant par l'information. Dès la maternelle, ça peut se faire, effectivement. Donc, c'est de ça que je parlais, dès le bas âge. Tu vois, et le sport aussi. Qu'est-ce que vous pensez du sport? Et que, pourquoi aussi, nous, sur la prévention, les enfants dès le bas âge, le sport aussi, ça fait partie de la prévention. Alors ça, je reviendrai tout à l'heure dans les questions de thérapeutique. Voilà, ça je reviendrai, Moïse, il n'y a aucun problème. Je reviendrai dans les questions de thérapeutique. Ok, grave. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous allons donc continuer. Richard, si je peux avoir d'autres questions. Voilà, j'ai une question qui me vient de Meloun Jean-Pierre Sec, qui nous écoute du côté de la Suisse. Il dit, qu'est-ce que, docteur, vous pensez du attaya, le thé? Est-ce que le thé peut être source de diabète ou pas? Alors, il ne faut pas confondre. Le thé, je pense a des vertus que tout le monde connaît, les Chinois nous l'ont démontré. Mais si on regarde bien, nous, Sénégalais, le thé qu'on utilise, d'abord, il est bouilli, il est rebouilli, il est sucré. Donc, on en perd un peu tous les avantages. Parce que si vous prenez l'exemple des Chinois, ils font un thé hyper léger. D'accord? Alors que nous, il est hyper concentré, quasiment amer. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nos compatriotes mettent du sucre à l'intérieur.
Alors, c'est pas parce qu'on mange du sucre qu'on devient diabétique. Je veux bien être clair là-dessus. Il y a des gens qui s'adonnent à manger du sucre tout le temps et qui ne deviendront jamais diabétiques. J'ai bien dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes au niveau de leur pancréas. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais je vais y rentrer. C'est-à-dire que le diabétique de type 1, il va être agressé, son pancréas va être agressé par des anticorps anti-pancréas, on va dire comme ça, pour ne pas rentrer dans les détails. Et lorsque ces anticorps vont détruire les cellules du pancréas, les cellules du pancréas qui sont là que pour sécréter de l'insuline, pour fabriquer de l'insuline, pas seulement parce qu'il y a d'autres choses qui sont fabriquées dans le pancréas, et à partir de ce moment-là, ces cellules étant détruites, le pancréas ne peut plus fabriquer de l'insuline, le patient devient diabétique, parce que l'insuline, c'est une hormone qui fait baisser le taux de sucre. Donc vous comprenez bien que quand les anticorps agressent le pancréas n'arrive plus à fabriquer de l'insuline, le patient devient diabétique, quel que soit son état. Oui, Ben. De deux, le diabète de type 2, lui, c'est ce qui nous intéresse, parce que ça représente 80 à 85% de la population mondiale, c'est essentiellement un problème de malbouffe. Mais quand vous avez deux ennemis, le sucre et le gras, quand vous les associez, vous prenez du poids. Ce poids, cette graisse, pour schématiser, va aller étouffer tous les organes, c'est pour ça qu'on dit les graisses barreaux, va empêcher à ce pancréas de fabriquer, enfin il en fabrique, mais que l'action de cette insuline qui devrait sortir pour aller vers les organes pour faire baisser le taux de sucre, c'est comme si cette insuline-là était étouffée par le gras. Je schématise. Et à partir de ce moment-là, ce pancréas-là s'épuise à fabriquer beaucoup d'insuline, qui au demeurant ne fait que augmenter aussi la prise de poids, parce que l'insuline est une hormone qui fait prendre du poids. C'est pour ça que quand les diabétiques sont maigres, de type 1 sont maigres, quand on leur donne de l'insuline, ils prennent du poids. Et donc, chez le patient diabétique de type 2, qui a un hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'il fabrique beaucoup, son pancréas fabrique beaucoup d'insuline par rapport à son poids, mais cette insuline est inefficace pour la bonne et simple raison que, de façon schématique, son insuline est étouffée, entre guillemets, par, si vous voulez, le gras. Et ce patient devient diabétique parce que l'insuline qui aussi devrait diminuer le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire wani sucre gi di mun wani ko parce que tout simplement insuline bobu bu mu fabriqué amul yegul ba fu mu waron yegg. Donc à partir de ce moment-là, on a une hyperglycémie. Raison pour laquelle dans le traitement de ces patients-là, on leur demande tout simplement d'éviter le sucre. Mais on ne peut pas éviter le sucre parce que même dans la salade, quand vous prenez 100 grammes de salade, il y a 5 grammes de sucre. 5 grammes de sucre, c'est un morceau de sucre. Dans le pain, il y a du sucre. Dans la farine, il y a du sucre. Dans le couscous, il y a du sucre. Dans les pâtes, il y a du sucre. Donc le sucre, on ne peut pas s'en passer parce que l'organisme en a besoin. Donc je ne dis pas ici aujourd'hui qu'il ne faut pas manger du sucre. Parce qu'à ce moment-là, nos diabétiques, on leur donnerait que de l'eau et que de l'eau. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas vivre comme ça. Mais le premier traitement du diabète, comme le disait tout à l'heure Moïse, ce n'est pas seulement un problème tout simplement de médicaments. Il y a la nutrition, mais il y a aussi essentiellement l'activité physique. Donc voilà, ça c'est important. Parce que à l'époque, comme on n'avait pas des jeux vidéo, on n'avait pas des boîtes, il n'y avait pas de marketing très important, des spots publicitaires qui parlaient de boissons sucrées à la télé. Il n'y avait même pas à l'époque de télé, il faut être clair. Qu'est-ce qu'on faisait nous? On allait faire du football, on allait courir, on faisait des olympiades. Donc tout ça, on faisait du sport. Raison pour laquelle dans les années 70, comme disait notre ami Medoune Jean-Pierre, il y avait beaucoup moins de diabétiques. Pourquoi? Parce que les jeunes on faisait essentiellement la promotion de l'activité sportive. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je ne suis pas tout le temps au Sénégal, mais le peu de temps que j'y reste, je ne vois pas la promotion de l'activité sportive. Je vois la promotion de beurre Jadida, je vois la promotion des produits sucrés, et à partir de ce moment-là, les gens s'y adonnent. Et aujourd'hui, le tchéboudienne, qui était essentiellement fait de poissons et de légumes, aujourd'hui dans le tchéboudienne, on a du sucre, on a du sel, on a... À partir de ce moment-là, comment voulez-vous? Les gens mangent mal, ne font pas d'activité physique, mangent gras, mangent sucré, ne font pas d'activité physique. Ils prennent du poids, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'obésité est un des premiers responsables, et la première responsable de diabète, sans compter le cancer, l'hypertension artérielle. C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement le diabète, il y a d'autres pathologies qui sont liées à l'obésité et qui posent problème et qui tuent nos populations. Docteur, on est submergé de mails, de SMS, tout ça. Vous aussi, si vous pouvez faire court, ça va nous arranger. Je sais que c'est pas évident. Je suis tellement passionné par ce que je fais que je suis désolé. Oui, donc voilà. En tout cas, ça arrive. Par exemple, on a des encouragements qui nous viennent donc de Mamsey.
Donc voilà, Mamsey vous encourage et qui dit qu'on a besoin de personnes comme vous. On a aussi des questions de Biran Diallo, mais Biran, le docteur a répondu à votre première question donc sur l'augmentation donc du taux de diabétique accueil. Mais votre deuxième question, quels sont les signes prédominants d'alerte du diabète? Ça, c'est la question de Biran Diallo. Alors, je vais essayer d'être court, Biran. Alors, dans le diabète de type 1, c'est-à-dire le patient qui est amaigri, qui arrive essentiellement dans l'enfance, les signes sont faciles. On appelle ça un syndrome cardinal, c'est-à-dire il y a 4 signes. Il y a l'asthénie, c'est-à-dire qu'il sonne complètement. Il y a l'amaigrissement. L'asthénie est due à l'amaigrissement qui est dû à la perte tout simplement musculaire. Hein. Donc, il y a l'amaigrissement, donc l'individu maigrit. Alors, ce n'est pas obligatoirement à chaque fois le sida, hein, parce qu'on pense qu'effectivement, dès que quelqu'un maigrit, c'est le sida. Et il y a ce qu'on appelle la polydipsie, c'est-à-dire que l'individu boit beaucoup. Et la polyurie, c'est-à-dire que l'individu pisse beaucoup. C'est normal, quand vous buvez beaucoup, vous pissez. Hein? C'est logique. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome cardinal. Et il est facilement visible. Et parce que l'entourage va dire, ah, mais Kidé, il maigrit. Bien qu'il mange avec de l'appétit, il boit et il pisse. Là, c'est facile. Et il est fatigué. Il est beaucoup plus fatigué. Bon, là, c'est facile, c'est le diabète de type 1. Mais dans le diabète de type 2, pour répondre à Biran, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe clinique. Le seul signe, il est biologique, c'est quand on fait la glycémie à jeun ou quand on fait la glycémie à n'importe quel moment de la journée. Ou à jeun, à 2 reprises, c'est supérieur à 1,26 g, ou bien à n'importe quel moment de la journée, c'est 2 grammes par litre. Donc, et comme c'est ce diabète-là qui est le plus important, ça représente 80 à 85% de la population mondiale, y compris même au Sénégal, vous comprenez bien que c'est une maladie sournoise, insidieuse. Et quand on pose le diagnostic, la plupart du temps, on a perdu du temps parce que quand on pose le diagnostic, peut-être que le patient est déjà diabétique depuis au moins 5 à 10 ans. Donc on a un retard diagnostique par tout simplement méconnaissance et bien entendu parce que l'individu se porte bien. Et comme nous en Afrique, quand les gens se portent bien, on se dit mais qui est amna khalis ou le CM nerna ou le voilà muntitar boire parce que nous aussi les hommes, on aime les femmes qui sont grandes et fortes. Ben, nous aussi on est un peu responsables. Hein? Et donc, on nourrit nos femmes, comme en Mauritanie. Par exemple, dès l'âge de 15-16 ans, on nourrit les femmes pour qu'elles soient belles. Avec du lait, on les gave. Et finalement, ces femmes grossissent, deviennent obèses, ont de l'hypertension artérielle, ont du diabète. Mais le problème, c'est qu'on s'en rend compte trop tard. Voilà. Voilà, donc on a aussi les diabétiques qui te soutiennent. Donc, je vois Merkine Goudjab qui dit « Félicitations au docteur et encouragement en tant que diabétique ». Voilà, merci. Merci à Kine Goudjab. Ça, c'est rigolo. Et maintenant, il y a Badou Diallo, grand Badou Diallo, qui dit « Pourquoi le docteur Martin Carvalho ne se tournerait pas vers les religieux pour avoir un deagle afin de lever des fonds ?» Je le dis de manière crue. Hein. Il n'a pas tort, le grand Bassirou. Sauf que je pense que les religieux, moi personnellement, c'est ma conception des choses. Les religieux, je préfère bien qu'ils restent dans leurs églises et dans leurs mosquées. Parce que dès qu'on arrive dans la politique avec les religieux, ça pose problème. Maintenant, on est au Sénégal. C'est des gens qui effectivement ont un impact sur la population qui est très important. Donc pour véhiculer des messages, je pense qu'effectivement, ils peuvent nous aider. Maintenant, si les religieux entendent ce que j'ai envie de faire, que ce soit les mourides, les tidjanes, les laïens, moi je n'exclus personne, d'accord? Parce que j'ai des amis de tous les bords à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, s'ils ont envie de faire quelque chose, moi je suis tout à fait prenant et partant. Moi, je ne fais aucune différence entre le chrétien, le noir, le tout couleur, le sérère, le casamancé. On est du Sénégal. Donc, nous, on est là en tant qu'experts, et je ne suis pas seul, pour essentiellement guider et dire voilà comment on pourrait effectivement arriver à améliorer la prise en charge du diabète au Sénégal. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le grand Bassirou Diallo, tant que ce n'est pas politisé. Voilà. Voilà, donc juste rectificatif, c'est pas donc tonton Bassirou Diallo, c'est tonton Badou Diallo. Ah, Badou Diallo, voilà. Effectivement, c'est Badou. Excuse-moi, oui, voilà. Excuse-moi, j'ai dit Bassirou. Donc, Bigui Nono, et puis Richard, on a quelqu'un. Voilà, et puis sur ça aussi, il y a Grand Moïse qui est à la mosquée, qui s'active beaucoup du côté religieux, pourquoi pas. Bien sûr. Peut les inciter à lever des fonds. Tout à fait. Voilà. On va à l'antenne, il me semble, non? Allez, allô? Oui, bonjour Lamine, c'est Djedia. Oui, bonjour Djedia, il y a l'antenne, on t'écoute.
Voilà, c'était, on remercie bien beaucoup le docteur Cavallo qui fait du bon boulot. Et que moi, ma question c'est pourquoi ne pas se retourner vers les gens qui ont la presse, qui ont la télé, les gens comme Youssou Ndour, là, tout ça, qui ont des télés, des trucs comme ça, pour faire passer l'information, pour avoir des temps d'antenne et d'informer les gens sur les maladies, surtout le diabète qui fait des ravages au Sénégal. C'était ça ma question. Et que, bon, voilà, on l'encourage et que, bon, j'adhère à tout ce qu'il a dit parce que c'est ce que je pense et c'est la réalité au Sénégal. Merci. Ben, merci, Diatou. Juste pour compléter, à Djedja. Donc, merci, Djedja. Et juste pour compléter, bon, j'espère que ça se fera parce que je disais que le 14 novembre sera la journée mondiale du diabète. Et puis, il faudrait savoir, docteur, je parle sous votre contrôle, une personne meurt du diabète toutes les 8 secondes dans le monde. Tout à fait. C'est plus que le sida et le paludisme réunis. Tout à fait. Ben, c'est dû tout simplement à la méconnaissance de la maladie et surtout le fait qu'elle soit une maladie sournoise. Parce que toutes les 8 secondes, la majeure partie des gens qui meurent, excusez-moi, c'est les gens effectivement diabétiques de type 2 qui arrivent à l'hôpital, on n'en est pas conscient, qui sont pris en charge sans pour autant qu'on sache qu'ils sont diabétiques et qui subissent des soins, qui sont perfusés, comme disait tout à l'heure ma sœur Diatou, et qui finalement rentrent dans le coma et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un fait. Puis après, il y a aussi les complications du diabète. Je ne suis pas arrivé dedans parce que ça pourrait faire peur. Les complications du diabète sont terribles. Et le problème, c'est que quand les complications arrivent, on ne peut plus faire marche arrière. Moi, je dis souvent à mes patients, quand les complications arrivent, on ne peut plus faire rewind. Je suis de la génération où on mettait la cassette, on faisait rewind, on revenait. Donc là, on ne peut plus revenir. Donc, il faut prendre en charge ce problème de diabète-là. Il faut le prendre à bras le corps. C'est un problème de santé publique. Et je suis tout à fait d'accord avec Djedja parce que j'ai jamais voulu médiatiser ce que je faisais. Et beaucoup de gens de la communication m'ont dit, tu as tort. Et je reconnais mes torts. Raison pour laquelle, quand le professeur Tounkara m'a interviewé, il m'a dit, il va falloir que l'on communique beaucoup sur cette façon, effectivement, que tu as de faire. Mais je dis encore une fois, je ne suis pas le seul qui fait des choses pour le Sénégal. Hein. Il ne faut pas croire que je suis le seul. Il y a beaucoup de gens qui font des choses pour le Sénégal. Mais dans ma spécialité, dans le domaine de ma spécialité, je pense que je peux arriver à agréger des compétences, qu'elles soient des gens qui sont dans le monde financier, dans le monde juridique, dans le monde de la communication, pour arriver à alerter nos autorités qui sont conscients. Mais je pense qu'eux aussi, les pauvres, ils sont dans une situation où ils n'ont pas les moyens, c'est-à-dire l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, ma mission sur terre, c'est comme, voilà, c'est le bon Dieu qui m'a dit qu'il faut que tu fasses ça. Chacun a sa croix. C'est cette croix-là que j'ai. Je la porte volontiers. Elle est lourde, je sais. C'est pas facile. Quelquefois, j'en fais des insomnies. Mais je suis prêt à la porter parce que tout simplement, donc à partir de là, que je le fasse bien, que je fasse, j'essaierai de le faire le mieux possible. Et après moi, il y aura d'autres qui le feront. C'est tout. Moi, je ne sais que de creuser un sillon et puis de donner des idées. Après, si c'est pas moi, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre sera là pour le faire et certainement mieux que moi. Voilà. Voilà, grand. Voilà, peut-être une dernière question. Je vais poser une question. Bon, hier, j'ai rigolé, je ne devais pas le faire. Donc, ça me tante, diabète. Et il y avait une infirmière sadique qui est venue donc la voir. Tibi Wartan, si tu as le diabète, ni amna ku nekkon ci hôpital dañu tag ñaari tanki dañu lokati beut bi tek fe sama mère bi day sat di joy tu vois ça fait un peu rigoler c'était sadique lan moy andi lolu ay tag tank wala est-ce que amna ci ou pas? Oui, alors ça ce sont les complications du diabète. Alors le diabète atteint essentiellement toutes les artères de notre organe. Alors comme artères yi ñom ñoy indi deret yi ci organe bu ne ci beut ci lamigne ci nopp ci cerveau, ci cœur, ci rein, ci tank, donc ci poumon, organe bu am ci ki sunu yaram rek deret bi ça vient des artères. Donc vous comprenez bien que si ces artères là sont encrassées, voire bouchées par le sucre dont je parlais tout à l'heure, parce que le diabète c'est une hyperglycémie, c'est-à-dire taux de sucre bu yokku. Et le problème c'est que ce sucre là se transforme en graisse, ou bien cette graisse qui est consommée, qui va aller boucher les artères, vous comprenez bien que si l'organe qui est derrière cette artère-là n'arrive pas à apporter le sang à cet organe-là,
ben, cet organe devient un organe qui va faire ce qu'on appelle un infarctus, c'est-à-dire qu'il ne va pas recevoir le sang nécessaire. Ce qui explique que quand ça arrive au pied, les artères du pied ne sont plus nourries, on arrive à faire une amputation d'un orteil, puis du membre, ainsi de suite. Quand c'est l'œil, c'est effectivement la cécité. Bon, je n'ai pas encore vu des gens à qui on a fait une énucléation oculaire pour faire du diabète. Non, ça n'existe pas, c'est exagéré. Ce qui explique aussi l'infarctus du myocarde, parce que les artères qui couronnent le cœur, ce qu'on appelle les artères coronaires, sont bouchées. À ce moment-là, l'individu fait un infarctus. Et quelquefois, c'est même dangereux, parce que dans l'infarctus du myocarde, toute personne qui fait un infarctus du myocarde ressent une douleur. Et chez les diabétiques, ils ne ressentent pas de douleur. Pourquoi? Parce qu'en dehors de l'atteinte des artères, les nerfs atteints, chez les diabétiques, les nerfs aussi sont atteints. C'est-à-dire que le sucre va se localiser au niveau des nerfs et les nerfs n'arrivent plus à faire leur fonction qui est de rendre sensible un organe. Donc, raison pour laquelle, chez les diabétiques, chez la plupart des diabétiques, ils peuvent faire un infarctus du myocarde qu'on appelle un infarctus du myocarde à bas bruit. Si vous avez un diabétique qui est nelaw, ëllëg si dugul. Ñu ne ndogalu yàlla. Boo xoolee bu baax suñu defee autopsie ñu ne kii dafa am infarctus du myocarde. Donc, comme ces complications-là sont des complications silencieuses, sournoises, dues à cette maladie qui elle-même est sournoise, moi, je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir. N'attendons pas. Prenons essentiellement notre bâton de pèlerin, communiquons, parlons, essayons de sensibiliser la population pour qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'épargner ces gens-là qui vont devenir diabétiques, essentiellement liés à la malbouffe. Voilà. Voilà, donc nous allons prendre la dernière question et après le dernier auditeur. Dernière question, c'est Raya Dien qui demande: est-il vrai que les personnes âgées qui ont tardivement le diabète, c'est-à-dire en fin de vie, n'ont pas besoin de suivre un régime? Alors, c'est même pas en fin de vie. C'est-à-dire que le régime que je vais demander à un jeune, par rapport à quelqu'un qui a maintenant 75-80, son espérance de vie étant certainement beaucoup plus courte qu'un jeune de 20 ans, encore qu'il y a on suppose que l'espérance de vie d'un enfant, enfin d'un jeune de 20 ans, étant beaucoup plus longue que celle d'une personne de 80 ans, à ce moment-là, on est beaucoup plus souple dans l'alimentation. Et j'aime pas le mot régime, parce que qui dit régime, des restrictions. Je disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas empêcher un diabétique de manger du sucre. Les jeunes diabétiques que j'ai, qui sont sous pompe à insuline ou bien sous injection, vont au McDo. Hein. Je le sais très bien, même s'ils ne me le disent pas. Je le sais parce que je les vois quelquefois. Donc partant de là, par contre, quelqu'un qui a 75-80 ans, on ne va pas lui dire boulek petit gâteau, alors que peut-être c'est un plaisir pour lui. Donc on s'adapte. On s'adapte dans le cadre alimentaire pour essentiellement amener à avoir une certaine largesse pour ces personnes-là. Je dis souvent, il est toujours interdit d'interdire. Voilà. D'accord. Et puis nous allons prendre notre dernier auditeur, Richard Valentin. Est-ce qu'il est là? Allô? Oui, alors, Lamine. Voilà, Grand Diaga Diallo, vous êtes à l'antenne. Et vous serez le dernier intervenant. Voilà, non, ce ne sera pas long parce que j'ai vu que le chrono horaire ne permet pas trop de rester trop à l'antenne. Voilà, c'est pour remercier encore une fois de plus la prestation de Martin, ça ne nous étonne pas. Mais je crois que ça a été, peut-être que si j'avais à noter, la meilleure émission de l'année de Radio Galère. Dans la mesure, avec toute la bonne potentialité intellectuelle qu'il a eu à démontrer par rapport à ce problème qui est hyper néfaste là, qui démolit, qui détruit des âmes et puis qui décime des familles et autres, qu'il a été hyper explicite et que je crois que ça doit être une première marche. Une deuxième marche doit se refaire dans un certain moment. S'il prenait l'exemple de le faire de temps en temps, au moins une fois par mois ou une fois par semaine, de revenir au niveau des ondes de Radio Galère pour repasser ces messages, je crois que ce serait quelque chose qui serait hyper bénéfique pour toute la population. Eh bien, il répondra en direct avant de partir. Voilà, donc encore merci une fois de plus à Martin et puis le fait d'avoir été très explicite. Voilà, bon, donc sur ça, c'est un premier créneau qui m'ont poussé à appeler. Et le deuxième créneau, c'est de pouvoir remercier encore une fois de plus toute la population marseillaise qui a eu à déployer franchement leur temps et leur soutien par rapport au décès de la femme
du père de ma femme, en l'occurrence Marie Diagne, qui a perdu son papa avant-hier. Il y a eu une très très forte mobilisation. Donc je profite de ce temps d'antenne-là pour remercier de par son nom pratiquement tous les Marseillais qui ont eu à se déplacer pour pouvoir venir la supporter, la consoler sur cette dure épreuve-là. Et que troisième créneau aussi, bon vite fait, comme d'habitude, la FAP organise encore son grand soutien de participation à la grande fête de l'Aïd Kébir qui se prépare, voilà, pour mieux encadrer tous nos concitoyens et tous nos amis, pour que cette fête puisse se passer dans de bonnes conditions, raison pour laquelle on a fait des négociations pour ne pas utiliser un terme qui se risque d'être un terme publicitaire, de ne pas citer cette personne, il y a des personnes qui comprendront que ça se passera au marché aux pistes. Donc samedi prochain, on invite toutes les personnes qui veulent faire les réservations, voilà, de moutons, de se présenter donc au marché aux pistes à 17h30. Voilà, Momodou connaît le chemin, et puis bon, il y a d'autres personnes qui connaissent le chemin, et que sinon, je laisse mon numéro de téléphone pour n'importe quel contact pour avoir plus d'explications. Voilà, donc je laisse mon numéro, le 06 encore, 75 06 24, on leur donnera plus d'informations pour leur faciliter la préparation de cette fête. En tout cas, merci encore à toute l'équipe et bonne journée et à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, Grand. Merci beaucoup et puis bon après-midi. Voilà, donc, Grand, nous sommes arrivés au terme de cette émission et je vais vous laisser tout simplement conclure par rapport à tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez vous-même dit, ou bien si vous avez oublié de dire quelque chose, c'est le moment de compléter. Pour répondre à la question de Ndiaga, qui est un ami d'enfance, je ne pense pas que je puisse occuper l'espace de communication de Radio Galère tous les mois, tous les trimestres. Je pense que ce serait prétentieux de par mon temps, et puis je pense qu'il y a d'autres intervenants talentueux, beaucoup plus talentueux que moi, qui ont besoin de cet espace-là, et je pense que venir une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, c'est pas plus mal, hein. Et après, moi je suis à disposition de toute la communauté sénégalaise, la diaspora africaine en général, qui savent où me joindre pour effectivement que je puisse leur donner des conseils en consultation ou en dehors des consultations. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, je reviens encore au Dalai Lama, ce que je disais au début, hein, je te l'emprunte un peu parce que d'habitude c'est toi qui conclus dans ce domaine-là. C'est mon principe de vie, c'est-à-dire que pour connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il vous dit, mais regardez plutôt ce qu'il fait. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Et comme d'habitude, la phrase de la fin d'émission, j'allais la faire, mais cette phrase étant très 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 belle, je ne peux que m'incliner. Donc je vous dis juste bonne fin d'émission avec Elsa qui vient d'arriver et que